Où vit le chien? Dans notre concept de travail, il vit avec nous à la maison, il fait partie intégrante de la famille. On le prépare en fonction du niveau du chien et on s'adapte aussi. Si on voit qu'on a préparé un exercice pour un chien qui a un niveau élevé et que ce jour-là il n'est pas trop en forme et qu'il ne donne pas son meilleur de lui-même et ne donne pas ses meilleures performances, on s'adapte pour pas qu'il termine sur des échecs. On considère chez nous, selon les spécialités, entre 600 et 1000 heures de travail. Il peut communiquer de manière différente. Par exemple, il peut simplement se montrer tout à fait désintéressé par rapport à la situation de départ. Par exemple, on le met en condition de travail, on lui demande de partir dans sa recherche et il reste là, il ne bouge pas, il regarde son maître. Ça, c'est une possibilité. Puis après, il y a aussi le fait que pendant la recherche, au bout d'un certain temps, peut-être qu'il n'a pas trouvé suffisamment vite ce jour-là par rapport à ses habitudes parce qu'on a compliqué un peu les choses. Si le chien n'est pas suffisamment entraîné sur la durée de recherche, il peut se mettre simplement à tourner, à se balader dans une pièce sans montrer aucun signe d'intérêt par rapport aux objets ou à la pièce qu'il y a. Il y a aussi le fait qu'il commence à bâiller. Aussi, il se bat et hop, il s'arrête, il se gratte. Ça, c'est des signes de frustration parce que ce jour-là, par rapport à ce qui se passe, on a peut-être été trop loin dans l'exercice au niveau difficulté par rapport au niveau du chien. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, tout simplement. Mais oui, il peut le montrer. Et quand le chien ne veut pas travailler, même s'il le montre et qu'on veut le forcer à travailler, ça ne donnera pas de résultat. Alors là, il faut les faire travailler ensemble, bien sûr, pendant un certain temps. Mais le mieux, c'est de commencer avec un conducteur et un chiot pour pouvoir leur apprendre à évoluer ensemble, à vivre des expériences ensemble, afin de créer une symbiose entre eux, apprendre au chien à connaître son maître à travers différentes expériences au quotidien, apprendre au maître le chien à connaître son maître et le maître à connaître son chien dans différentes expériences aussi, de telle sorte qu'ils forment une équipe. On ne peut pas dire qu'on forme une équipe quand on reçoit un chien formé qui vient de l'extérieur et qu'on remet la laisse en main du conducteur. Ils n'ont rien vécu ensemble, ça va être beaucoup plus compliqué et moins efficace qu'une équipe montée en recherche ou en détection ensemble. Le chien doit pouvoir travailler sans être dirigé par son maître. Il doit pouvoir être autonome à la base et puis ensuite, si c'est nécessaire, pouvoir travailler avec son maître. Mais son maître doit adopter des attitudes le plus neutres possible. Tenir les chiens en laisse constamment pour la détection, c'est influencer le chien de manière volontaire ou involontaire. Ça a été démontré largement. L'autonomie du chien, ça c'est de l'entraînement. Il doit pouvoir travailler tout seul, c'est de l'apprentissage, il doit pouvoir avoir une structure. Il doit pouvoir ensuite travailler après une phase de travail tout seul avec son maître, mais dans un premier temps de manière très neutre, c'est-à-dire que le maître va se déplacer dans la pièce sans donner d'indication précise au chien. Le chien va apprendre à suivre son maître autour de la pièce. Le maître va l'emmener dans les endroits que le chien aurait peut-être oublié lors du premier passage. Et puis ensuite, si c'est nécessaire, s'il y a suspicion d'eux que le chien a vraiment oublié des endroits extrêmement difficiles ou n'a pas pu atteindre, le maître va l'y emmener de manière plus indicative en donnant ce qu'on appelle des points de contact pour que le chien vienne mettre son nez, son museau à des points précis qu'il aurait omis de faire pendant son premier tour. Ça dépend où ils sont entraînés. Je veux dire, le conducteur, il doit apprendre à conduire son chien, comme je le disais. Il doit d'abord apprendre à connaître son chien, donc ça demande beaucoup de temps d'observation de son chien, voire d'autres chiens aussi, puisque d'autres chiens communiquent parfois différemment. Donc le maître il doit apprendre à avoir un panel de reconnaissance dans la lecture du chien.
Il ne doit pas uniquement savoir lire sur mon chien, parce qu'il ne travaille pas uniquement toute sa vie qu'avec celui-là, puisque généralement on a 2, 3 ou 4 chiens pour faire de la détection. Donc chaque chien se lit différemment en fonction des oreilles qui pointent, des oreilles qui tombent, en fonction qu'il ait une queue, pas de queue, qu'il ait 3 pattes, qu'il ait 4 pattes. Voilà, tout ça c'est différent. Ils sont en train de passer de manière générale. Et surtout, s'il y a beaucoup de bonnes formations à la base, donc on appelle des formations de base, après, il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne formation de base qu'on la science infuse. Il faut pouvoir continuer à se perfectionner et à être vu par un œil extérieur dans d'autres structures. Et c'est faire ce qu'on appelle de la formation continue. Donc, on continue à se former, on continue à aller à d'autres endroits, à être évalué, mais sans a priori. On n'est pas là pour taper sur la tête des gens et dire c'est pas bien, ceci, cela. Non, ça tu peux améliorer, ça tu peux améliorer, ça tu peux améliorer et tu auras un meilleur résultat. C'est ça le but d'une formation continue dans le cadre, chez nous, dans notre cadre en tout cas.